Catherine de Médicis, Jeanne d'Arc, il y a toujours eu des figures féminines dans l'histoire. Comme vous en Bretagne, vous en avez eu une femme. C'est qui déjà Non, je vois pas du tout. Mais si, une qui s'est mariée avec 2 rois de France, c'est une duchesse même. Ah, Anne de Bretagne. C'est ça. Et c'est qui déjà les rois qui se sont mariés avec elle? Mais oui, mais qui est Anne de Bretagne? Souvent mentionnée dans les discussions mondaines, symbole de la Bretagne et de son indépendance, on connaît bien tout ça. Mais souvent, sa vie fait défaut aux plus érudits des Bretons. Né le 15 janvier 1477 de l'union entre François II, duc de Bretagne depuis 1458, et Marguerite de Foix, fille du comte Richard de Montfort au château de Nantes, la petite Anne se voit dès que possible instruite. Danse, latin, calcul, histoire. Tout est fait pour offrir un bagage suffisamment important pour qu'elle puisse appréhender son hypothétique futur rôle, celui de duchesse de Bretagne. D'ailleurs, comme le voulaient les coutumes de l'époque, elle servait avant tout les intérêts de son père et le duché de Bretagne. En effet, la petite va être promise à plusieurs prétendants afin de garantir la sauvegarde d'alliances ou le maintien de la paix. Sa jeunesse se passe comme celle de tout noble, ne côtoyant qu'à quelques occasions ses parents et se voyant confiée à des gouvernantes comme sa marraine, la comtesse Françoise de Dinan, ou à des précepteurs comme le poète de la cour de Bretagne et seigneur de Mortier, Jean Méchineau. C'est en 1488 que la jeune Anne prend la tête de la Bretagne suite au décès de son père, François II. Dit comme ça, la succession semble facile, mais pas du tout. Anne fait une partie de la dynastie des Montfort, une famille importante de Bretagne qui prend racine au XIe siècle. Et dans cette famille, les lois vis-à-vis de la succession sont celles du traité de Guérande de 1365. Le traité prévoit que la succession se fera uniquement de mâle en mâle. Cependant, la dynastie Montfort n'a pas d'héritier mâle, et François II, n'ayant pas eu de fils, craint que la Bretagne passe directement à la France, car Louis XI avait acheté le droit de la branche Penthièvre, autre branche pouvant prétendre à hériter de la Bretagne si la dynastie Montfort ne peut pas assurer la succession. Alors, le duc fit reconnaître sa fille en tant qu'héritière par les États de Bretagne. Les États de Bretagne sont une sorte de cour suprême qui gère un petit peu tout sur le territoire. Cette décision, comme on aurait pu s'en douter, ne va pas plaire à tout le monde. Mais pourtant, Anne devient bel et bien duchesse de Bretagne. Avant de mourir, François II avait chargé le maréchal de Rieux, Jean IV, de marier sa fille. Le roi de France, quant à lui, chercha à être le tuteur de la jeune fille. Chose qui lui fut refusée, faisant monter encore les tensions entre les deux puissances. A savoir que les deux pays venaient de sortir d'une guerre, la guerre folle. Une guerre entre plusieurs puissances qui dura de 1485 à 1488. Cette guerre méritera un épisode tant il est complexe à appréhender. Mais pour faire court, des nobles en mal de reconnaissance vis-à-vis d'Anne de Beaujeu, la régente en France, le duc François II qui cherche à contenir le pouvoir des Français sur le duché de Bretagne, et des rébellions en Bretagne. C'est un petit peu le bordel. Cependant, Anne refuse les propositions de mariage de son tuteur, ce qui crée quelques dissensions. Pourtant, Anne œuvre elle aussi au désir de son père. Elle lui avait promis, avant qu'il meure, de ne jamais céder la Bretagne à la France. Cette promesse anima sa décision de se marier par procuration à Maximilien Ier d'Autriche, prétendant au trône impérial du Saint-Empire romain germanique. Mais le roi de France, ne voyant pas cela d'un œil bienveillant, déclare la guerre à la Bretagne. Car ce mariage ne correspondait pas aux règles du traité du Verger mettant fin à la guerre folle, stipulant que le roi de France a son avis à donner sur le mariage de la princesse. La guerre éclata donc, alors que les alliés de la reine et son mari étaient occupés ailleurs. La duchesse va aller de défaite en défaite face à la France, jusqu'au point final, en 1491, où la ville de Rennes où se trouve la duchesse se rend. Anne accepta suite à cela d'épouser le roi de France, le 6 décembre 1491, avec la malédiction du pape Innocent VIII. Alors en fait qu'elle est déjà mariée avec Maximilien Ier comme je vous disais avant. Mais c'est pas très grave, le pape va juste antidater la déclaration d'annulation du dernier mariage. Le contrat de mariage fait de Charles VIII un duc de Bretagne. En plus de cela, il y est stipulé que la duchesse ne pourra épouser que le successeur du roi de France au cas où ce dernier meurt. Cependant, le contrat n'étant qu'une union personnelle, la duchesse retrouva l'entière possession de la Bretagne à la mort de ce dernier. Ah oui, et chose positive, comme le stipule le contrat, la France et la Bretagne sont en paix. Anne se voit devenir reine de France en 1492, suite à son couronnement à Saint-Denis. Une première. Pourtant, au sommet de la pyramide de l'époque, Anne perd ses pouvoirs. Elle perd même le droit de se faire appeler duchesse de Bretagne. Mais ça ne va pas l'empêcher d'être très active au lit.
Je sais pas si je vais la garder celle-là. Ainsi, la reine eut de nombreux enfants, mais qui moururent pour la plupart jeunes. Charles Orlando de France né le 11 octobre 1492 est mort à l'âge vénérable de 3 ans. Puis Charles de France, né le 8 septembre 1496, qui fit le bonheur de son père pendant un mois. Ensuite, on retrouve Anne, une superbe fille, née le 20 mars 1498, qui quitte ses parents quelques semaines après. Les enfants, ils nous quittent si vite. Et en plus de ça, la duchesse a eu 2 fausses couches. La joie. En 1498, Charles VIII meurt courageusement, à l'âge de 28 ans. Le petit homme se cogna la tête à un linteau de porte en amenant Anne de Bretagne dans les douves du château d'Amboise afin d'assister à un jeu de paume. La maladresse ne semble pas grave sur le moment, et le roi assiste accompagné de son épouse au jeu. Cependant, il perd connaissance durant la partie. Le roi est posé sur une paillasse. Les gens n'osent pas le conduire à sa chambre. En l'espace de 11 heures, le roi meurt, certainement dû à une hémorragie cérébrale. Ainsi, Anne retrouve son statut de duchesse à l'âge de 21 ans. Afin de marquer le coup, elle fait battre monnaie et offre un impôt à son peuple. Avec plus d'assurance, Anne va se lancer dans les négociations de son futur mariage avec Louis XII, fils de Charles d'Orléans, comme lui obligeait le dernier contrat. Puis, le 13 octobre 1499, bonheur, elle donne naissance à Claude, une fille. Puis vient compléter l'arbre familial en 1510, une petite fille au doux nom de Renée. Claude se voit fiancé à François d'Orléans, futur François Ier, et ce, malgré la désapprobation de la reine, qui souhaite la marier à Charles Quint, afin de nouer des liens entre l'Espagne et la Bretagne. Par la suite, Anne fit le tour de la Bretagne. Bien qu'elle ne parle pas breton, cela fut très apprécié par son peuple. Elle festoie avec les nobles, rencontre le peuple, et fait le tour des lieux de pèlerinage bretons. Un peu le Club Med Cato quoi. Puis, fatiguée par ses nombreuses fausses couches, par la mort de 6 de ses enfants, mais aussi par la honte de la mort de Charles VIII, c'est peut-être pas ça, mais je pense que c'est quand même une raison. Mais surtout malade, la pauvre Anne s'éteint le 9 janvier 1514. La duchesse a souffert durant de nombreux jours. Crachats de sang, vomi, fièvre intense, douleurs insupportables. Tout cela était dû à cause d'une maladie qui était peu connue à l'époque, les calculs rénaux. Le corps de la duchesse fut exposé durant 9 jours durant sur son lit de mort. Chose incroyable, pour les contemporains de l'époque, elle ne sentait pas mauvais, effet naturel causé par la dégradation du corps. Ils mirent cela sur le coup d'un miracle, mais en fait, Anne était morte l'hiver. Le 9 janvier, avec le froid, le corps se conservait bien mieux. Suite à quoi, un immense cortège composé de la cour de France et la cour de Bretagne accompagna la duchesse à sa dernière demeure, Saint-Denis. 40 jours de funérailles en l'honneur de la reine eurent lieu. Le roi souhaite marquer les esprits et montrer le lien entre la France et la Bretagne. Ce deuil est le symbole aussi de l'attachement du peuple à la duchesse. La duchesse est donc inhumée à la nécropole de Saint-Denis. Cependant, en accord avec ses dernières volontés, son cœur est placé dans un écrin en or et ramené au tombeau qu'elle a fait ériger pour ses parents à Nantes. Louis XII ne se retrouve qu'usufruitier et non propriétaire de la Bretagne comme l'avait voulu la défunte. Cependant, contrairement à ce que le contrat stipulait, c'est Claude qui prend le pouvoir en Bretagne, au détriment de René qui semble inintéressé par cette fonction et se consacre plutôt à la religion. Mais Claude ne gouvernera jamais vraiment la Bretagne, sans doute victime de manipulation de la part de son mari. Elle donne l'usufruit du duché à son mari en échange de quelques territoires mineurs et de titres dont elle n'a pas la propriété. En fait, elle doit attendre la mort de ceux qui ont les titres pour pouvoir les avoir. Un petit peu con. Suite à cela, le roi de France rend le pouvoir du conseil breton caduc, puis prend la propriété du duché. Suite à la mort de Claude, François entérine l'union de sa propre décision. Et voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la duchesse. Ah oui, elle s'est mariée avec Charles VIII en 1491 et Louis XII en 1498. Ah, merci, c'est donc ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote très cocasse à ce sujet. Je m'en suis foutu partout. Oui, Charles VIII, savez-vous comment il est mort? Non, allez-y, dites-moi. Elle s'est pris un linteau de porte le bougre.